Bonjour madame, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition en langue française de la télévision Renaissance. C'est toujours un plaisir de vous savoir fort nombreux devant vos petits écrans. Les titres pour démarrer. Après le report du sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est pour le 27 décembre de cette année, le président de la République pourra participer à ce sommet ou choisir une délégation valable, a fait savoir son porte-parole Jean-Claude Karegwa. Vous aurez les détails au début de cette édition. Et au cours de cette édition, toujours dans le cadre du magazine Dossier de la semaine, nous allons revenir sur le traitement que l'accord d'Arusha réservé au dossier de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Et hors de nos frontières au Rwanda voisin, les réfugiés burundais vivant à Kigali ont organisé dimanche de la semaine passée une fête de Semaï appelée Umuganuro, une fête qui s'inscrivait dans la promotion de la culture burundaise. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue, je vous le disais tantôt, le président de la République peut participer au sommet des chefs d'État prévu le 27 décembre ou choisir une délégation. C'est ce qu'indique Jean-Claude Karegwa, le porte-parole du chef de l'État. Il se dit par ailleurs étonné de voir une lettre adressée au président de la République se trouvant entre les mains du public burundais et étranger. Suivez-le. W'igihugu arashobora kugenda canke ntagende hari n'igihe mbera ategerezwa kugenda. Le président de la République peut y aller tout comme il ne peut pas. Il peut y aller dans le cas où il manque celui qui peut lui représenter dans le sommet. Quand on donne des invitations, on invite le président quand il s'agit des sommets des chefs d'État. Mais celui-ci peut désigner quelqu'un comme son envoyé, soit un ministre, soit même un député. Ici, je vous dis que le gouvernement du Burundi sera représenté. Je vous tranquillise donc. La lettre est adressée au président de la République lui-même. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle est connue de tout le monde avant même qu'elle ne soit parvenue au président de la République. C'est de la criminalité aussi. Ailleurs, on est en train de voir comment on peut combattre ce genre de fraude. Mais sache que ce sont des présidents qui se sont envoyés des lettres. Le contenu de la lettre de Museveni ne peut pas faire peur au président burundais. Comme lui avait envoyé une lettre lui rappelant les relations entre les pays de la sous-région. C'est vrai, la vérité blesse. La lettre a suscité la colère pour les uns comme Museveni, mais ça ne fait rien. Ça montre que le travail du président de la République a été bien fait. Iyo wanditse ukuntu abantu bavyumvise byabakozeko ucona kwikowa cawe cagenze neza cyane. La poursuite des auteurs de l'assassinat du président Melchior Ndadaye ne vise pas que les Tutsis, comme certains le pensent. Selon Prosper Ntahogwamiye, porte-parole du gouvernement burundais, l'affaire concerne toutes les ethnies. Suivez-le. Uru rubanza abakurikiranwa atari ubwoko bumwe. Pour le jugement des suspects de l'assassinat de Melchior Ndadaye, ils ne sont pas d'une certaine ethnie comme beaucoup le pensent. Je donne un exemple de deux personnes, Pierre Buyoya, ex-président, et François Ngeze, qui fut ministre de l'Intérieur, sont de l'ethnie différente. Pendant l'assassinat même de Ndadaye, il y avait les Tutsis qui sont tués avec lui, comme Gilles Mazubute qui était Tutsi. Ces exemples suffisent pour vous parler que les gens se trompent. Je voudrais dire en outre que cette affaire ne concerne pas les Tutsis. Lorsque quelqu'un est accusé d'un péché, il répond à la tête. La responsabilité pénale est individuelle. À tout qui commet un délit, ce n'est pas tous les Tutsis. Il n'y a pas aussi une question de régionalisme. On ne peut pas globaliser. Umuhutu akosheje si abahutu bose bakosheje, umututsi akosheje si abatutsi bose bakosheje. Je vous le disais dans les titres, dans le cadre du magazine Dossier de la semaine, produit en synergie par la télévision Renaissance, la radio publique africaine RPA et la radio Inzamba. Nous revenons aujourd'hui sur le traitement que l'accord d'Arusha réservé au dossier de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. L'accord signé en 2000 prévoyait une mise en place d'un double mécanisme, un mécanisme judiciaire et non judiciaire. Il s'agit de la commission vérité et réconciliation et d'un tribunal pénal spécial. Et comment alors ces deux mécanismes devraient traiter le dossier en rapport avec l'assassinat du président Melchior Ndadaye et les massacres qui ont suivi? Le point avec Darlene Ilakoze.
L'accord d'Arusha prévoit 3 organes de justice transitionnelle. La Commission nationale pour la vérité et la réconciliation est chargée d'enquêter, clarifier l'histoire, arbitrer et réconcilier. Mais comme la Commission n'est pas compétente pour qualifier les actes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, l'accord d'Arusha prévoit la Commission d'enquête judiciaire internationale sur de tels crimes. Il est prévu que le gouvernement de transition fasse la demande de mise en place par le Conseil de sécurité de l'ONU de cette commission d'enquête judiciaire internationale. Cette commission a la mission d'abord d'enquêter et d'établir les faits courant la période de l'indépendance à la date de signature de l'accord d'Arusha. Deuxièmement, de les qualifier. Troisièmement, d'établir la responsabilité. Quatrièmement, de soumettre ce rapport au Conseil de sécurité de l'ONU. Et enfin, la commission se servira de tous les rapports déjà existants à ce sujet, ainsi que le rapport de la Commission internationale d'enquête des Nations unies de 1996. Au cas où le rapport établirait l'existence d'actes de génocide, de crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité, l'accord d'Arusha exige que le gouvernement du Burundi demande l'établissement par le Conseil de sécurité de l'ONU d'un tribunal pénal international chargé de juger et punir les coupables. Merci à Darlene. Il a causé le dossier d'assassinat du président Melchior Ndadaye et les massacres qui ont suivi sont parmi les dossiers qui devraient être traités par ces mécanismes prévus par l'accord d'Arusha. Léonidas Hatungimana, alors membre du parti CNDD-FDD et qui deviendra par la suite le porte-parole du président Nkurunziza, se souvient de comment ces mécanismes devraient fonctionner. Suivez-le. L'accord d'Arusha avait prévu d'abord qu'à la demande du gouvernement du Burundi, il y ait une mise en place par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies d'une commission d'enquête judiciaire internationale sur le génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité qui auraient été commis au Burundi depuis l'année 1962, donc l'indépendance du Burundi, jusqu'à la signature de l'accord d'Arusha en 2000. En ce temps, il était prévu aussi qu'il y ait une commission vérité-réconciliation qui aurait pour la mission d'enquêter, mais aussi d'arbitrer et de trouver des mécanismes de réconcilier le peuple burundais afin qu'il se demande pardon. Et alors là, avec ceux qui sont accusés d'avoir participé à l'assassinat d'Ondada et Melchior étaient des membres des forces armées burundaises. À côté, il y a des Hutus qui, au nom de la vengeance, se sont mis à tuer des Tutsis. Et tout cela. Le double mécanisme de la justice transitionnelle prévu par l'accord d'Arusha n'est pas encore respecté. Pourtant, le pouvoir vient d'émettre des mandats d'arrêt internationaux contre certains anciens dignitaires soupçonnés d'avoir assassiné le président Melchior Ndadaye. Frédéric Bamvugnyumvira, ancien vice-président de la République, n'est pas en défaveur du traitement du dossier Ndadaye, mais il s'oppose à une justice à double vitesse. Suivez-le également. Nous avons négocié à Arusha, mais la question de Ndadaye était une question pendante devant la justice burundaise. Lorsque, en 1999, il a été décidé et condamné les assassins de Ndadaye, le parti Sawanya Frodebo avait exigé qu'on sache qui est concerné sur toute la ligne du haut commandement à la base, pour qu'on puisse effectivement savoir qui a fait quoi. Ce qui nous étonne, nous tous, c'est de voir que cette question revient maintenant, alors que le même pouvoir avait dit que la question allait être reléguée au CVR. Et la lutte contre l'impunité, c'est... Poursuivons ce journal. Les réfugiés burundais vivant à Kigali, au Rwanda voisin, ont organisé dimanche dans les enceintes du centre Oasis of Peace une fête de Semaye appelée Umuganuro. L'initiative de cette organisation revient aux associations des jeunes burundais vivant au Rwanda qui font savoir que cette fête s'inscrivait dans la promotion de la culture burundaise. Rodrigue Ndikumami pour les plus de détails. La fête de Semaye, appelée Umuganuro, était une fête que les Burundais respectaient. Les Burundais vivant au Rwanda ont organisé pour la deuxième fois la fête de Semaye. Les jeunes, les enfants et les parents et les Burundais vivant dans le camp de Mahama, tous étaient présents dans les enceintes d'Oasis de paix pour partager ensemble la fête de Semaye.
Daniel Ngendakumana, le président du comité d'organisation de cette fête de Semaille, nous parle l'idée de créer cette festivité. Nous, en tant que jeunes burundais réfugiés ici, nous avons fait une sorte d'enquête pour savoir ce qui fait que le Burundi soit instable durant cette période. Nous avons trouvé les écrits de M. Romarcha. Il disait que pour savoir pour connaître la cause de l'instabilité du Burundi contemporain, il faut savoir ce qui faisait la stabilité du Burundi ancien. Là, nous avons fait une cartographie, nous avons enquêté sur les différents événements, les festivités qui pouvaient rassembler plus de gens. Nous avons trouvé la festivité Umuganuro, c'est la seule festivité qui rassemblait la population venant de tous les coins du Burundi. C'est pourquoi nous avons opté de célébrer quelque chose qui ressemble à Umuganuro de race. La fête de Semaille était une fête de tous les Burundais qui avaient les moyens. Ils venaient avec du fait qu'ils devraient apporter jusque chez eux. Les personnes qui venaient de la fête de Muganuro étaient caractérisées d'abord par l'unité, puisqu'il n'y avait pas de véhicule, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de bateau. Les Burundais sont déplacés à pied et ils venaient avec du fait qu'ils devraient apporter jusqu'à leur maison. Donc ils devraient avoir des hôtes sur le chemin de passage et au Burundi, donner quelqu'un à boire et à manger et lui donner là où il va passer la nuit, sans toutefois lui demander le paiement. C'est l'unité des Burundais, c'est l'hospitalité des Burundais, c'est ça. C'est la même chose aujourd'hui, vous allez partager, boire et manger sans rien payer ici. Yannick Nyonzima, tambourné dans le groupe Himbaza, demande à la jeunesse burundaise qui sont dans le pays de garder la culture burundaise au lieu de suivre les politiciens burundais qu'ils incitent à aller dans les rues pour manifester. En ce qui concerne la culture, donc, nous sommes en exil, donc on dit que celui qui perd la culture perd son identité, donc nous avons intérêt à garder notre culture, à sauvegarder notre culture, et aussi pour montrer que nous sommes des Burundais dignes d'être Burundais. Alors c'est vraiment très bénéfique pour aussi les Burundais qui sont dans le pays, donc au Burundi, de toujours s'intéresser à la culture, de ne pas tout simplement faire descendre la jeunesse dans la rue, parce que la jeunesse c'est une fondation de la nation. Pour la fête de Semaille, les Burundais vivant à Kigali au Rwanda ont eu l'occasion de partager les nourritures comme le maïs, les courges et les boissons comme bière de sorgho et le vin de banane. Merci à Rodrigue Ndikoumrami. Restons au Rwanda. Selon l'armée rwandaise, une attaque armée a fait 3 morts dans la nuit de samedi au sud du pays frontalier avec le Burundi. Attaque menée par des inconnus. Un communiqué du ministère de la Défense précise que l'attaque a eu lieu dans le secteur de Chitawi, district de Nyamagabe, où des tirs ont ciblé 3 véhicules de transport public où 8 autres personnes ont été blessées. Selon le porte-parole de l'armée, lieutenant-colonel Innocent Munyengango, les assaillants ont été poursuivis dans la forêt de Nyungwe où ils se sont repliés. Il a en outre indiqué qu'ils observent la situation depuis quelques jours dans cette région et qu'ils ont une bonne idée des auteurs de l'attaque. Il a rassuré que le calme était revenu. Et en République démocratique du Congo, à une semaine des élections présidentielles, l'opposition se rentre dedans. Félix Tshisekedi considère comme bizarre l'appel lancé par le candidat de la coalition Lamuka, Martin Fayulu, à ses partisans à qui il demande de ne pas boycotter les élections, quelles que soient les conditions. Le point avec Thierry Bigilindavi.
Dans une déclaration lue par Pierre Lumbi, le directeur de campagne du candidat de la coalition Lamuka, on lance un appel vibrant à tous les Congolaises et à tous les Congolais à aller voter massivement pour leur candidat. Pour cette coalition, la situation est aujourd'hui différente. Conformément aux recommandations de la conférence épiscopale des évêques, la CENCO, et aux récentes déclarations de la CENI, les machines à voter peuvent servir pour d'autres tâches, telles l'impression des bulletins de vote. La coalition Lamuka prévient d'avance que seuls les résultats issus du comptage manuel des bulletins déposés dans les urnes et validés par les témoins des partis politiques et les observateurs indépendants seront pris en compte. Son concurrent de l'opposition Félix Tshisekedi a profité de cette occasion pour abaisser Martin Fayulu au rang d'un candidat de la confusion, qui ne sait plus de quel pied danser. Il a demandé au peuple congolais, je cite, « Je voudrais bien que Martin Fayulu réponde à la question de savoir ce que lui a promis le pouvoir pour aller dans un tel scénario. À présent, j'en appelle aux électeurs, c'est à eux de savoir à qui ils ont affaire. Un candidat de la confusion. Il ne faut pas oublier qu'il a tour à tour appelé aux électeurs à casser les machines d'abord, puis il s'est redressé pour dire que ça serait plutôt falsifier les bulletins. Donc, dans tous les cas, c'est toujours à l'avantage du pouvoir. Et maintenant, il trouve qu'on avait raison, nous qu'il avait jugé de corrompus. Ce sont les électeurs, les Congolais, qui jugeront. Cette joute verbale précède aux autres incidents qui entravent le bon déroulement du processus électoral crédible. Entre autres, l'interférence de certains groupes armés dans la campagne à travers diverses exactions. L'incendie du principal entrepôt de la commission électorale à Kinshasa, de nombreux obstacles rencontrés par certains candidats de l'opposition pour tenir leur meeting. Merci également à Thierry Wigilindavi. Et voilà, c'est ce qui prend fin cette édition. À la prochaine.